Alors, la gouvernance en Afrique, c'est un sujet qui revient très souvent et la plupart du temps, on l'aborde sous l'angle de l'instabilité. Mais et si la véritable crise n'était pas seulement politique? Si c'était en fait une crise des idées? C'est la piste qu'on va explorer maintenant. Quand on ouvre les journaux, on voit les gros titres sur les coups d'État, sur l'instabilité politique. C'est ce qui capte l'attention. Mais derrière ces événements, il y a une histoire bien plus profonde, bien plus complexe, qui va bien au-delà d'une simple prise de pouvoir par des militaires. En réalité, ce qui s'y passe sous nos yeux, c'est peut-être le symptôme d'une crise bien plus fondamentale, une crise de la gouvernance elle-même. Les modèles, les institutions qui sont en place, eh bien, ils semblent ne plus vraiment répondre aux aspirations des gens. Commençons par ce qui fait la une, par ce problème qui saute aux yeux. Mais on va voir pourquoi se contenter de pointer du doigt et de condamner ces événements, c'est en fait passer à côté de l'essentiel. Bien sûr, condamner un coup d'État, c'est une réaction presque instinctive, mais c'est une approche qui ne s'attaque qu'aux symptômes. Le vrai sujet, la vraie question, ce sont toutes ces années de problèmes qui couvaient, qui ont rendu ce coup d'État non seulement possible, mais parfois même populaire. C'est intéressant de voir comment les organisations internationales, comme l'Union africaine par exemple, définissent ce qu'elles appellent un changement inconstitutionnel de gouvernement. Parce que leur définition, elle est assez révélatrice. Et c'est là qu'on touche à un vrai paradoxe. En se concentrant avant tout sur la légalité, sur le respect des procédures, on en arrive à des situations un peu étranges. On se retrouve à défendre un gouvernement qui a, oui, été élu légalement, mais qui a perdu toute crédibilité, toute légitimité aux yeux de sa propre population, souvent à cause de la corruption ou d'une mauvaise gestion. D'accord. Donc, si les coups d'État ne sont que le symptôme, alors, quelle est la maladie? Quelle est la cause profonde de tout ça? Il faut bien voir que pendant des décennies, différents modèles de gouvernance ont été en quelque sorte importés, que ce soit la démocratie libérale, le marxisme ou le capitalisme de marché. Le problème, c'est que ces systèmes, qui ont été pensés ailleurs, ont souvent eu beaucoup de mal à prendre racine dans des réalités locales très différentes. Et voilà l'argument central. Ces systèmes ont souvent été plaqués sur des réalités sociales et culturelles sans en tenir compte. Résultat, ils n'ont pas vraiment réussi à régler les inégalités et pire, ils ont parfois creusé le fossé de la méfiance entre les citoyens et l'État tout en ignorant des formes de gouvernance locale qui existaient depuis bien longtemps. Maintenant, changeons complètement de perspective. On va se tourner vers un exemple historique assez surprenant qui offre une vision totalement différente de la gouvernance. Pour bien saisir l'importance de ce dont on va parler, il faut juste replacer les choses dans leur contexte historique. C'est assez parlant. Cette charte, proclamée aux alentours de 1236, est considérée comme l'une des plus anciennes constitutions au monde. C'est une tradition orale qui vient de l'Empire du Mali. Et quand on regarde ces principes, on est frappé par leur simplicité et leur puissance. Le premier article dit simplement « Une vie est une vie ». Ou encore cet autre article qui dit « L'esclavage n'est pas non plus une bonne chose ». Il faut se souvenir qu'on est au XIIIe siècle. C'est une affirmation d'une modernité assez incroyable sur la dignité humaine. D'ailleurs, son importance mondiale a été reconnue de manière officielle, mais bien plus tard, en 2009. Mais évidemment, comme pour toute tradition orale aussi ancienne, la question de son authenticité se pose, et elle fait l'objet d'un débat académique vraiment intense. La question cruciale, c'est celle-ci. Est-ce qu'on a affaire à une retranscription fidèle d'un document du XIIIe siècle ou est-ce que c'est quelque chose de différent, une sorte de reconstruction plus récente? Et ce débat est passionnant. En gros, il y a deux écoles. D'un côté, les sceptiques, qui disent que c'est une reconstruction moderne, certes inspirée par l'histoire, mais pas un document d'époque. De l'autre, les défenseurs, qui affirment que c'est une tradition orale vivante, qui a évolué, qui s'est adaptée, mais qui plonge ses racines très profondément dans un texte original du XIIIe siècle. Mais au fond, peu importe qui a raison dans ce débat d'historiens, le simple fait que cette charte existe, qu'on en parle, soulève une idée extrêmement puissante pour aujourd'hui. Attention, l'idée n'est absolument pas de dire qu'il faudrait revenir à un empire du XIIIe siècle, ce serait absurde. L'idée, elle est beaucoup plus subtile. Il s'agit de s'inspirer, de puiser dans les philosophies, dans les valeurs qui structuraient ces sociétés pour imaginer de nouveaux modèles. Concrètement, ça ressemblerait à quoi ? Eh bien, ça pourrait vouloir dire d'abord se replonger dans ces philosophies de gouvernance propres à l'Afrique. Ensuite, prendre leurs grands principes, la communauté, la solidarité, l'équité, et voir comment on peut les adapter aux défis d'aujourd'hui. Et enfin, à partir de là, construire des modèles qui soient vraiment pertinents culturellement et donc peut-être plus durables. Et c'est là que la boucle se boucle. Parce qu'en construisant des systèmes qui sont basés sur des valeurs partagées, sur une culture commune, on pourrait enfin s'attaquer à cette fameuse crise de légitimité et de confiance qui, on l'a vu au début, est le véritable carburant de l'instabilité.
Et tout ça nous laisse avec une question finale, une question de fond, qui est peut-être la clé de tout ce débat. Et si l'avenir d'un continent se trouvait, en partie du moins, dans son propre passé?